Alors, je vais vous parler évidemment d'un projet dans lequel la médiathèque de Grand Poitiers est rentrée tout récemment, qui est piloté effectivement à l'échelle européenne par Bibliothèques sans frontières et dont l'objet effectivement est que les bibliothèques, bon, on va presque proférer des évidences par moment au cours de ces exposés, mais il y a parfois des choses bonnes à rappeler aussi. L'idée, c'est que les bibliothèques soient toujours plus ouvertes au service notamment de publics migrants, exilés, en difficulté. Voilà. Alors, quelques mots peut-être d'abord sur la médiathèque de Poitiers. Bon, c'est un réseau de lecture publique qui comprend plusieurs unités. Il y a 6 bibliothèques, 2 ludothèques et une artothèque. Elle est dans une grande ville. La ville fait 90 000, un peu plus, habitants, et la communauté urbaine regroupe pratiquement 200 000 personnes. C'est une ville universitaire et où il y a pas une activité économique faramineuse, mais tout de même de l'activité. Donc c'est un grand centre quand même régional, sub-régional pourrait-on dire. C'est une ancienne capitale régionale et maintenant elle est dans cette Nouvelle-Aquitaine, cette grande Nouvelle-Aquitaine, et elle attire effectivement beaucoup de gens. Et notamment effectivement la question des migrants pour nous est une question qui revient tout le temps. Nous l'avons tout le temps sous les yeux, tout le temps en confrontation parfois. Et il était finalement assez naturel que nous soyons intéressés par ce projet Libri. Alors, quelques chiffres aussi sur la médiathèque rapidement, hein, pour donner un peu l'ampleur de son activité. En gros, l'ouverture cumulée sur une année, c'est plus de 10 500 heures, tous les sites compris. Le nombre d'inscrits, c'est 19 200 à peu près. Et le nombre de personnes qui sont rentrées dans l'année en tant que visiteurs dans le réseau, c'est plus de 530 000 personnes. Voilà, donc c'est quand même un volume assez fort. Alors bon, comme toute bibliothèque publique, bien entendu, on y rentre comme on veut, on y séjourne autant qu'on veut, etc. Et il y a un côté effectivement accueillant dans ce réseau qui tient, je pense d'abord aux choix architecturaux qui ont été faits. C'est particulièrement patent pour la bibliothèque centrale, la médiathèque François Mitterrand, qui est un lieu extrêmement agréable. Et une enquête de Public en 2019 avait montré l'importance du public séjourneur dans cette bibliothèque. Il y a le public qui passe, mais le public qui aime séjourner pour se livrer à diverses activités. Je prendrai 2 exemples, notamment de cas d'activités qui sont développées à la faveur de la présence de cette médiathèque. C'est spontanément des joueurs d'échecs qui sont installés depuis plus de 15 ans dans cette médiathèque. C'était des gens d'ailleurs précisément issus de l'exil. Leur chef de file, c'est un Kényan, un autre, c'est un Syrien, et qui sont des forts en échecs, et qui avaient constitué un petit groupe. C'est pas un club, c'est complètement informel, mais ils avaient trouvé que le lieu idéal pour eux était de s'installer dans la médiathèque. Et alors peu à peu, ils ont, on pourrait dire, presque colonisé l'espace, groupant peu à peu d'autres gens, alors migrants ou pas d'ailleurs, ou naturels de l'endroit, mais qui ont en point commun ce goût pour les échecs. Et puis alors en fait, peu à peu, ils leur montrent aussi comment fonctionne la médiathèque. Donc c'est un cas assez intéressant, très spontané. Nous n'y pouvons absolument rien, mais ça va exactement dans le sens que nous souhaitons finalement. Et puis un autre cas, c'est le nombre de personnes qui m'avaient frappé depuis le début que j'y étais arrivé, qui donnent des cours particuliers dans la bibliothèque, et notamment des cours de français, langue étrangère. Donc pour eux, il est naturel de le faire dans la médiathèque. Pourquoi? Parce que c'est un lieu propice, calme à ce genre de travail, et puis qui s'adosse à une offre documentaire évidemment importante. Et puis, il faut rappeler que, comme dans toute bibliothèque publique, il y a un tas de services qui sont à la disposition de tout un chacun, à commencer de façon très prosaïque par les toilettes, l'eau potable, des distributeurs de boissons, de nourriture, le fait que le lieu soit, pour certaines des médiathèques au moins, climatisé, donc rafraîchi en été, chauffé en hiver. C'est important. Voilà. Et puis le grand nombre de places assises un peu partout. Alors des places studieuses devant des tables ou au contraire des places de confort avec des chauffeuses, des banquettes, etc., etc. Voilà.
Et puis, il y a le fait que dans l'activité de la médiathèque depuis fort longtemps, et bien avant que j'en sois le directeur, un service qui s'appelle la médiathèque autrement, et qui est vraiment l'expression de la volonté de la médiathèque de se tourner vers les publics empêchés ou éloignés de la lecture. Et qui donc travaille, comme le font d'autres bibliothèques, bien entendu, avec des associations qui sont d'excellents truchements, des liens avec des populations qui sont souvent sur le bord du chemin, pour un tas de raisons sociales, linguistiques, etc. Et nous menons un travail donc en profondeur depuis longtemps, qui ne se voit pas beaucoup, sur lequel d'ailleurs on ne sort pas de statistiques faramineuses là aussi, mais l'important c'est que c'est un travail qui est constant et en profondeur. Il y a des ressources de français langue étrangère, ce que je vais faire d'ailleurs, en fait, je vous parle de tout ça, mais voilà, bon, la médiathèque, ouais, bref. Des ressources de langue français langue étrangère qui sont très développées, méthodes de langue, grammaire, des dictionnaires aussi, notamment dans des langues souvent un peu rares, parce que c'est le reflet de populations migrantes que nous trouvons effectivement dans la ville et dans l'agglomération. Voilà. Il y a notamment, je voulais citer parmi ces associations, un partenariat que nous avons depuis maintenant plusieurs années, depuis 2019, avec un collectif d'associations qui œuvrent justement pour développer l'enseignement du français langue étrangère. C'est un collectif qui s'appelle le collectif Alpha, qui regroupe plusieurs associations qui font de l'accueil de migrants et puis de l'enseignement. Et c'est à leur demande qu'une table d'accueil se tient tous les vendredis dans le hall de la médiathèque, le forum, pour accueillir des migrants qui sont en recherche de l'enseignement du français langue étrangère et accueillir aussi des personnes qui se chargent de développer cet enseignement et qui cherchent des ressources et des méthodes. Et pour eux, il semblait naturel que la médiathèque soit le lieu de rendez-vous. Elle est très bien identifiée dans la ville et dans l'agglomération. Elle est très centrale. Et encore une fois, ils sont bien conscients que leur travail s'adosse à l'offre documentaire de la médiathèque. Voilà. Alors, je vais en venir au projet Libri. Alors, c'est un projet, effectivement, comme vous le voyez, européen, qui est en fait dans 5 pays. Donc, il est coordonné par Bibliothèques sans frontières. C'est un projet qui a démarré en 2024. Donc, l'objet, c'est effectivement d'utiliser finalement ces lieux d'accueil que sont les médiathèques comme lieu d'inclusion, comme lieu d'accueil pour des populations migrantes, et de leur proposer tout ce que je viens de vous décrire pour la médiathèque François Mitterrand, c'est-à-dire des ressources leur permettant de mieux s'intégrer dans les pays d'accueil. Alors, oui, c'est pas tellement plus clair d'ailleurs. Je ne sais pas comment je reviens à l'arrière. Oui, voilà, là, tac. Voilà, donc les pays, enfin bref, j'ai fait mon PowerPoint un peu vite peut-être. Les pays dans lesquels le projet se déploie, c'est alors maintenant la France, la Pologne, la Roumanie, la Lettonie et l'Italie. Il y a à l'appui du projet non seulement donc Bibliothèques sans frontières qui est coordinateur, mais aussi EBLIDA, donc organisation européenne, voilà, trans-bibliothèque en quelque sorte. Et dans chacun des pays concernés, il y a un certain nombre de collectivités qui ont souhaité que leur bibliothèque adhère au projet. Et dans chacun des pays, Bibliothèques sans frontières ne travaille pas tout seul, travaille avec des associations, des entités qui sont ses interlocutrices. En Italie, c'est une branche de Bibliothèques sans frontières. En Lettonie, c'est un organisme qui s'appelle Centre des systèmes d'information culturelle, qui d'ailleurs n'est pas gouvernemental. D'ailleurs, à chaque fois, ce ne sont pas des organisations gouvernementales. En Pologne, c'est une fondation pour le développement de la société de l'information. En Roumanie, c'est une association des communautés du futur. Voilà. Donc à l'échelle européenne, je l'ai dit, donc EBLIDA, donc le Bureau européen des associations de bibliothèques, accompagne la manœuvre. Et en France, c'est une association qui s'appelle Anvita, c'est l'association nationale des villes et territoires accueillants. C'est un réseau de plus de 85 collectivités territoriales et environ une cinquantaine d'élus qui adhèrent à titre individuel.
et donc qui défendent finalement l'accueil inconditionnel pour toute personne dans leur territoire, et qui ont vu l'intérêt de s'appuyer sur les bibliothèques. Voilà. Alors le projet Libri a été lancé en France en 2024. Il y a eu en fait une première réunion de lancement en septembre 2024. Et puis très vite, l'Envita a lancé un appel à candidature à ses membres pour identifier des collectivités qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure. Donc l'idée, c'est finalement que le territoire soit doté de, comment dire, de bibliothèques qui servent un peu d'outils pour appuyer cette politique, de renforcer les compétences éventuellement des bibliothécaires, parce qu'il n'est pas toujours facile de se dire, oui, j'accueille des populations migrantes, avec donc des problèmes souvent linguistiques, culturels, à appréhender et à dépasser, peut-être, en tout cas à traiter. Voilà. Et puis qu'il y ait une sorte de mutualisation des expériences pour que tout ça fasse un peu essaimage. Voilà. Alors voilà les grands projets de l'Envita. Effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, hein, finalement. Donc améliorer les conditions d'accueil, c'est s'adresser bien sûr au personnel, aux personnes exilées, mais aussi bien sûr sensibiliser les élus locaux et les bibliothécaires, évidemment. Voilà. Alors, 12 territoires ont répondu à l'appel en France. Je recherche ma liste. Pardon. Oui, je ne les ai plus. Oui, bah, vous voyez, bah oui, simplement. Voilà. Donc, oui, je suis battu sous les yeux. Rouen, Metz, bon, voilà, communauté d'agglo du Grand Paris Sud, Paris, Gennevilliers, Nantes, Poitiers, Melle, Montpellier, donc métropole, la communauté de communes du Diois, Grenoble, le Clunisois. Alors, c'est un paysage assez contrasté, parce que dans ces collectivités, certaines sont constamment confrontées à la question des migrants, et d'autres n'en voient quasiment jamais. Je prends en Poitou, tout simplement, il y a presque côte à côte Poitiers et Melle. Melle est une toute petite commune, finalement, qui n'accueille absolument pas de population migrante. Mais il y a eu un choix politique qui s'est fait. Le Clunisois, c'est un peu la même chose. En revanche, des villes comme Grenoble, évidemment, Montpellier, Rouen, etc., sont constamment dans cette problématique. Voilà. Alors, le travail a commencé en fait avec Libri, commence par un diagnostic territorial, parce que pour eux, la question c'est de connaître un peu les différents territoires avec lesquels ils vont travailler. Donc c'est par le biais de l'Envita que le travail se fait. Donc il y a des chargés de mission qui sont venus nous voir et qui ont cherché à identifier un peu ce qu'on trouve sur le territoire en matière de demande et en matière d'offres de services. Voilà, donc vous voyez là effectivement les thématiques qui ont été observées, c'est est-ce qu'il y a un apprentissage de la langue française et la question de l'accès au droit et à l'inclusion numérique, qui sont des points évidemment fondamentaux. Connaître la langue d'une part, et puis comme tout maintenant passe par le numérique d'une façon ou d'une autre, notamment l'e-administration, il faut absolument arriver à trouver une façon d'accompagner les personnes dans ce domaine-là. Bon, là, je passe rapidement. Ils ont rencontré effectivement non seulement les bibliothécaires, mais un tas d'associations qui sont présentes sur le terrain. Je vous passe le détail parce que ce serait un peu long et ça parlera surtout aux gens qui connaissent bien Poitiers. Voilà, il en ressort rapidement l'aperçu de ce diagnostic. Hein. C'est effectivement une offre documentaire conséquente en FLE. En français, facile à lire et facile à comprendre. D'ailleurs, il y a les deux. J'ai mis FAL, mais il y a FALC aussi qui manque. La presse, une offre en langues étrangères, etc. Sur le plan du numérique, effectivement, de très nombreux accès, bien sûr, à l'Internet, mais aussi des postes de travail, tout simplement, pour pouvoir être un peu autonome. Et puis, différents services proposés. Alors, on en cite plusieurs, par exemple, la permanence infolangue du collectif Alpha, que j'ai cité tout à l'heure, donc qui se tient tous les vendredis à la médiathèque. Et puis des ateliers que nous avons développés avec des associations qui donc ont en charge des populations de migrants. Et par exemple, le code de la route, là c'est un atelier qui concerne des femmes qui sont issues de l'immigration,
qui ont besoin de se débrouiller dans la nouvelle société où elles se trouvent, de ne pas dépendre uniquement de leur conjoint quand il y en a, et donc qui ont besoin un jour ou l'autre d'apprendre à conduire une voiture. Et elles peuvent déjà préparer le passage du code de la route avec des formations qui sont disponibles à la médiathèque, tout simplement, dans l'offre de services que nous avons en matière de formation. Voilà. On va passer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, ils ont un peu identifié des forces, des faiblesses, évidemment. La force, c'est la diversité de l'offre documentaire, la permanence infolangue, le grand nombre de structures avec lesquelles nous sommes en relation. En opportunité, le renouvellement, du contrat territoire. Alors j'ai oublié ce que ça voulait dire, ce CTAI d'ailleurs. Développé par la commune, ou sur l'ouverture, là aussi, aux personnes immigrées. Parce qu'effectivement, alors, petit détail, la médiathèque dépend de Grand Poitiers, mais beaucoup de choses se font en fait au niveau de la municipalité. Donc en fait, nous marchons ensemble, bien entendu. Les freins, à leurs yeux, c'est qu'il y a une insuffisance structurelle actuellement sur le territoire d'une offre de cours de langue. Et effectivement, d'ailleurs, les gens du collectif Alpha nous le disent, on sent qu'il y a une demande énorme et on n'arrive pas vraiment à répondre à toutes les demandes. Autant de la part des gens qui veulent apprendre que de la part des gens qui veulent procurer des cours. Voilà. Et donc leur préconisation, c'est, constatant qu'il y a, notamment dans la médiathèque, une offre de jeu, de dire pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas utiliser aussi le jeu, qui était souvent un élément très fédérateur, pour chercher à travailler sur l'inclusion. Et développer de nouveaux formats d'ateliers notamment. Donc là, il n'y a pas encore de propositions très, concrètes, mais enfin, bon, ça, on va y travailler. Les forces toujours dans ce constat, c'est effectivement le réseau d'acteurs. Moi, je me répète un petit peu peut-être avec tout ça. La médiathèque comme lieu ressource et comme lieu très central. Oui, le projet Open, qui est un projet lancé par la mairie de Poitiers, avec l'université, d'observatoire, il y a des fautes, permanent de l'exclusion numérique. Donc l'idée, c'est d'observer comment il y a toujours ce fossé numérique qui existe dans la société, à côté de chez nous, et comment est-ce qu'on peut travailler à le réduire. Voilà. Alors, nous avons eu un atelier le 18 juin pour travailler sur ces différents points. Alors, donc, c'était coordonné par l'Anvita, mais ça regroupait des bibliothécaires et des membres d'associations. Donc, alors, les quelques points qui ont été évoqués, c'est comment est-ce qu'on peut travailler sur le lien social et comment la médiathèque peut devenir, enfin, elle l'est déjà plus ou moins d'ailleurs, mais peut aller plus loin, comme lieu facilitant les rencontres, la participation, les échanges interculturels. En réalité, c'est en grande partie fait, mais c'est comment est-ce que de choses qui se sont faites un peu naturellement, on peut aller vers un travail plus structurant, en quelque sorte. C'est un peu la question qui était posée. L'inclusion numérique, c'est là aussi comment est-ce qu'on peut aller plus loin actuellement pour offrir... Alors nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, à offrir les accès au numérique. Il y a aussi des associations, il y a aussi des centres culturels dans les quartiers, etc. Mais la médiathèque est tout de même un lieu très important, et encore une fois, qui regroupe non seulement cette offre numérique, mais encore beaucoup d'autres ressources. Voilà, l'apprentissage du français, là aussi, comment est-ce qu'on continue à positionner la médiathèque dans ce gros travail de mise en relation des apprenants et des enseignants, et la valorisation des langues plurielles, car effectivement, le fait d'enseigner le français langue étrangère n'empêche pas que les gens gardent leur culture d'origine, et comment est-ce que finalement on peut les inciter à ne pas se couper de cette culture d'origine en continuant à pratiquer malgré tout leur langue, leurs usages, etc., tout en étant parfaitement intégrés dans la société. Voilà. Alors, je rappelle rapidement voilà, les étapes de progression du projet. En février de cette année de 2025, nous avons présenté notre candidature. Nous l'avons formalisée par des délibérations, etc. Il y a eu ces missions de diagnostic qui sont développées. Il y a eu, les 15 et 16 avril, des rencontres européennes. Donc, tous les pays participants à l'IBRI se sont retrouvés à Strasbourg. C'était simplement faire connaissance. De même, un format plus petit à Lyon, en juin, c'était la même chose, mais pour les partenaires français.
Effectivement, l'atelier du 18 juin à Poitiers que je viens d'évoquer. Et puis prochainement, en novembre, nous aurons une session de formation dispensée par Bibliothèques sans frontières sur comment mieux sensibiliser les bibliothécaires aux problématiques qu'on vient d'évoquer. Et puis une restitution du diagnostic qui a été effectué, qui est encore un peu dans les limbes. Voilà. Je voulais terminer en rappelant que la médiathèque de Grand Poitiers dispose d'atouts. Elle n'est pas parfaite évidemment, mais elle a une expérience de terrain et du partenariat, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, elle mène depuis longtemps un travail en profondeur avec de multiples associations qui sont vraiment immergées dans ces problématiques. Il y a donc un savoir-faire que les bibliothécaires ont construit peu à peu et continuent de développer, d'entretenir. Une offre documentaire que nous continuons à adapter. Et puis effectivement la présence du jeu que nous cherchons à développer dans notre projet de service. Actuellement, il est plutôt dans 2 ludothèques. Et puis peu à peu, il est en train d'essaimer dans les médiathèques. Alors c'est un cheminement assez lent, bien entendu. Il faut du temps pour le construire. Mais le jeu est un outil effectivement très fédérant, en quelque sorte, convivial et rassembleur, qui permet là aussi d'accompagner tout un travail d'acquisition de la langue du pays d'accueil, des usages du pays d'accueil, et puis c'est un outil de sociabilité. Donc voilà ce que nous voulions développer dans ce projet Libri. En conclusion, pour ne pas être trop long, puis pour laisser la place plutôt à des questions, pour nous, ce projet, au fond, il était très naturel d'y adhérer, puisqu'il rejoint des problématiques qui sont pour nous constantes depuis plus de 20 ans. Voilà. Et bien maintenant, je suis à votre disposition, où je l'écris aussi en occitan, parce que nous sommes en Périgord. Voilà. Alors, si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Alors, il y en a au moins 2 là-bas. Bonjour, Agnès Rouet de la Bibliothèque départementale de la Creuse. J'avais une question sur les cours de français langue étrangère que vous proposez dans votre médiathèque. Est-ce que ce sont des bénévoles? Est-ce que ce sont des gens formés au FLE qui interviennent? Ou est-ce que pour l'instant c'est plutôt des personnes lambda? Voilà. Alors, effectivement, ce ne sont pas les bibliothécaires qui le font, ce sont bien des bénévoles, oui, ce sont tous des bénévoles d'associations, en fait, mais qui ont développé, effectivement, une vraie capacité. C'est-à-dire, beaucoup se sont certifiés, si vous voulez, dans l'enseignement du FLE. Ils ne l'ont pas fait comme ça par-dessus la jambe. Ce sont des gens qui ont mené un travail en profondeur pour se former et pour être capables de dispenser cet enseignement. Et alors, simplement, effectivement, ils le font en divers lieux. Alors, ils ont eux-mêmes, certaines associations ont des locaux, donc proposent des permanences avec accueil d'apprenants. Et puis d'autres, effectivement, s'installent partout où ils le peuvent. Et c'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans la médiathèque, dans les médiathèques même, parce que dans celles de quartier aussi, on en voit. Tout simplement parce que ça leur est très facile. Le lieu est facilement identifié, donc on peut donner rendez-vous aux élèves, en quelque sorte, à tel endroit, et on est sûr de ne pas se perdre. Et il y a une ambiance générale calme, qui est studieuse finalement, qui permet de mener ce genre de travail. Mais c'est effectivement, au début ça avait un côté complètement spontané, et là peu à peu, par le lien que nous avons avec ce collectif Alpha, ça s'organise si vous voulez, mais le but de la médiathèque n'est pas de mettre le contrôle sur tout ça, c'est plutôt d'encourager et d'accueillir et de favoriser. Merci. Bonjour, bravo. Je pense que c'est important, même nécessaire. Je voulais juste signaler une chose. Moi, je vais faire la même remarque que votre prédécesseur. Il me manque les personnes ressources de tout ça. Donc, par exemple, des migrants auteurs qui existent. Je citerai par exemple Falmarès à Nantes, qui a publié chez Flammarion, qui pourrait être au cœur de votre dispositif. La plupart des migrants sont en groupe, généralement nationaux ou linguistiques. Et ces auteurs, je citerai aussi Alpha Kaba qui a écrit chez Fayard Esclaves des milices, et on a un projet de long métrage avec la région ici, qui circule beaucoup dans les écoles, mais rarement dans les bibliothèques ou les médiathèques. Donc si vous mettez ces gens-là qui sont des bons médiateurs en fait dans leur communauté, au sein de vos dispositifs, vous serez plus
euh, je dirais, diffuseurs, acteurs de haut en bas, mais vous aurez des gens qui pourront vous aider à animer ce genre de projet. Alors ça, c'est surtout pour le milieu francophone, parce que je ne sais pas s'il y a des migrants allophones qui publient en France, ça, j'en ai aucune idée. Mais pour les groupes francophones, à mon avis, vous devriez intégrer au sein de vos présentations ce genre d'exemple. Je retiens la suggestion, effectivement. Oui, ce n'est pas un travail qu'on avait mené jusqu'à présent. On est vraiment sur un travail qui est vraiment tout à fait ancré sur le terrain. En fait, il y a des situations où on voit arriver des gens qui ne sont pas capables d'aligner 10 mots en français, si vous voulez. Mais on leur avait dit qu'il fallait venir à la médiathèque pour rencontrer ce collectif, notamment. Mais rien que pour demander leur chemin, ils sont en peine. Souvent, c'est le point de départ. Et effectivement, si nous ne travaillions pas avec ces associations, nous ne verrions pas le quart de la moitié de cette population. Parce que, au fond, ils sont nos truchements et nos ambassadeurs, en quelque sorte. Nous-mêmes, avec toutes les bonnes intentions du monde et le plus beau sourire du monde, nous ne pourrions pas arriver à être convaincants. Ça ne suffirait pas. Il faut qu'il y ait des gens qui aient servi un peu d'intermédiaire, qui aient préparé le terrain. Mais cela dit, ce que vous suggérez, oui, on peut tout à fait le rajouter. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On n'y avait pas vraiment pensé, mais oui. Parce que dans les autres langues, vous avez dans vos bibliothèques des livres de leur culture. En fait, on a dans pas mal de langues, en réalité, effectivement. Mais sans doute pas assez. Non, mais traduit en français. Oui, Vous mettez leur culture au centre de votre activité. Je veux pas... Pardon. Je veux rien dire de mal, mais c'est un peu colonialiste quand même, votre approche. Et moi, j'exagère, hein, pardon, je suis un peu autiste, donc je ne dis pas toujours les bons mots. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre leur culture au centre de votre démarche. Oui. Et les livres qui existent de leur culture. Alors, je vais quand même récuser le terme de colonialiste, non, parce qu'on est complètement à l'inverse précisément. Au contraire, ce sont des gens qu'on accueille chez nous. Alors, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que, on l'a vu dans d'autres cas, il n'est pas toujours simple, parce qu'il faut voir aussi le niveau social des gens. Il n'y a pas que la barrière linguistique, il y a aussi des émigrés, on va dire, de haute volée. Ce Kenyan et ce Syrien qui animent le club d'échecs, l'un est un mathématicien, l'autre est un ingénieur, ce sont des gars qui ont une culture et un savoir. Et puis d'autres types arrivent qui sont vraiment des ouvriers, des paysans, etc., qui ont quitté leur pays, enfin des gens qui souvent ne lisaient pas dans leur propre langue, n'avaient pas une vraie culture de leur civilisation, tout simplement. Donc ils arrivent, ils sont projetés dans un pays étranger. Leur premier problème, c'est de se débrouiller pour survivre, finalement. Et d'arriver à s'aiguiller dans un monde qu'ils ne connaissent absolument pas, dont ils n'ont pas les codes. On a vu un autre exemple intéressant. C'était il y a plusieurs années. On aurait dû le présenter précisément à Boulazac en 2014. Et le collègue qui devait venir était tombé malade, n'a pas pu le présenter. C'est un travail que nous avions mené avec les enfants non accompagnés. Et vous trouvez les enfants non accompagnés, il y en a qui sont d'origine française et plein qui sont d'origine étrangère de l'immigration. Et ils sont souvent un peu livrés à eux-mêmes, les plus grands s'occupent des plus petits, ils n'ont souvent pas les codes de comportement du pays d'accueil, du style, on voit des gamins qui crachent comme ça, presque à vos pieds, les machins de ce genre-là. Bon, ils n'ont pas appris que ça ne se fait pas. Mais dans certains pays, ça se fait. Voilà, par exemple. Alors, on en est souvent aussi à se débrouiller avec ces trucs-là. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est que la médiathèque a été vraiment identifiée comme un point central. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas nous qui l'avons plaidé, c'est bien les autres qui sont venus nous voir. Et donc, c'est un vrai plébiscite, en fait, si vous voulez, de ce point de vue-là. Effectivement, pour nous, ça semble très naturel, parce qu'effectivement, c'est on pourrait dire dans l'ADN des bibliothécaires, que tout le monde puisse être accueilli à la médiathèque, que tout le monde y trouve sa place. Simplement, effectivement, il a fallu que parfois on sorte un peu de nos zones de confort pour aller un peu plus loin dans cette piste-là, parce qu'elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple du tout. Mais nous y trouvons beaucoup de satisfaction, je dirais, beaucoup de plaisir. Et l'enjeu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que non seulement on rende ce service dans un premier temps, mais qu'ensuite ça crée l'envie de revenir à la bibliothèque. Alors, et c'est là que je vous rejoins tout à fait, pour faire autre chose qu'apprendre le français. C'est désormais pour en profiter d'une façon ou d'une autre. Profiter des animations, des actions culturelles, profiter de l'offre documentaire, etc., etc. Bonjour.
Alors moi j'aurais une question qui serait beaucoup plus pratique. Le dispositif Libri en fait vous apporte concrètement quoi en termes d'accompagnement, de formation, de moyens pour mettre en place tout ça? Parce que moi je suis en bibliothèque universitaire et on a aussi beaucoup d'étudiants internationaux et concrètement on travaille peu avec des associations. Alors on pourrait le faire mais on a quand même moins de liens avec les associations locales. Et pourtant, on a quand même des étudiants étrangers qui sont un peu plus ou moins accompagnés par l'université, mais qui se retrouvent quand même à chercher des lieux ou des échanges, ne serait-ce qu'avoir un contact au sein des lieux mixtes aussi et hors des maisons internationales qui ne réunissent que les étudiants internationaux. Et effectivement, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant s'il y avait des moyens qui peuvent être proposés par ce dispositif. Alors, Libri ne nous apporte pas vraiment de moyens, si vous voulez. En fait, c'est plutôt un projet qui a une volonté de fédérer, de plutôt aider à structurer. Alors, je peux prendre l'exemple de la formation du 25 novembre qui vient. L'objectif, alors, elle sera dispensée par des gens de Bibliothèques sans frontières. Alors, l'idée, c'est en fait d'aider les professionnels des bibliothèques à mieux adapter, on pourrait dire, leur posture d'accueil et leurs propositions de médiation ou d'offres documentaires voilà, vis-à-vis de ces populations migrantes que nous accueillons. Alors, migrantes de fraîche date ou de longue date, hein, ça dépend. Il y en a qui sont déjà bien intégrés et qui ont besoin de se perfectionner, d'autres qui vraiment débarquent et qui sont confrontés d'un coup au fait qu'ils sont dans un autre pays. Voilà, donc c'est surtout ça qu'ils vont nous proposer. Donc ça va être un apport, on pourrait dire, un peu de conseils, de méthodes. Dans certains cas, on pourrait se dire, bon, bah, ils font un peu d'honneur de leçon, on le sait déjà, mais pas toujours, en réalité. Il y a des choses qu'on fait, nous, souvent. Parfois, on s'est construit la méthode nous-mêmes, de façon un peu empirique. Alors, bien entendu, des agents sont partis en formation aussi, etc. Là, c'est peut-être une aide à s'entretenir, à s'adapter. Et puis, il y a un côté stimulant, je pense. C'est qu'effectivement, une action est lancée. Si on adhère à ce dispositif, elle a peut-être peu de chances de retomber. Et c'est ce qui est important, parce que, comme vous le savez tous, nous construisons dans la durée. Il nous faut du temps pour construire des projets, il nous faut du temps pour voir les premiers résultats, et il faut du temps pour conforter ces résultats. Et il est important de se raccrocher à quelque chose qui va nous tirer en avant, et qui nous aidera aussi peut-être parfois à donner de la visibilité à nos actions de terrain souvent invisibles, je le disais tout à l'heure, vis-à-vis de la collectivité, qui ne voit pas toujours ce qu'on fait. Quand vous dites « j'ai accueilli tant de personnes, j'ai prêté tant de documents, etc. », c'est facile. Mais quand vous dites « j'ai passé un temps fou auprès d'associations pour là accueillir 10 personnes, là 5 personnes seulement, etc. », on va se dire « mais pourquoi ils dépensent autant d'énergie à faire ça ?» Et en fait, vous faites énormément pour aider la société à intégrer et à avancer. Alors ça nous donne visibilité, puis je crois que oui, ça soutient le projet, ça donne du souffle. Et puis ça élargit les horizons. Au lieu de regarder ça uniquement à l'échelle de Poitiers, vous regardez à l'échelle européenne. C'est toujours beaucoup mieux. Est-ce que je peux reposer une... Oui. C'est juste une dernière question pour justement rester autour des bibliothèques universitaires. Est-ce que dans le cadre de ce projet ou à Poitiers, vous avez entendu parler justement de bibliothèques universitaires ou de collaboration autour de ce dispositif? Parce qu'il y a le SCD de Poitiers. Alors, nous connaissons bien nos collègues du SCD et des différentes implantations de la BU. Nous n'avons pas, en fait, c'est vrai, une vraie coopération dans ce domaine-là avec eux. Mais de fait, les étudiants sont extrêmement présents à la médiathèque du centre-ville, parce qu'on ne pouvait pas faire plus central, si vous voulez. Entre son ancienne implantation et la nouvelle, par un heureux coup de chance, elle s'est déplacée de 50 mètres. Elle est en gros à 2 pas de Notre-Dame-la-Grande, enfin en plein cœur historique de Poitiers. Et pour les étudiants, c'est formidable. C'est un lieu de travail extrêmement agréable. On peut en sortir et rentrer comme on veut. On est au cœur de la ville et des événements. Donc ils sont toujours très présents. Et alors on a dedans, bien sûr, des étudiants français, francophones, et d'autres qui sont des étudiants étrangers. Alors, ils ont quand même déjà un certain niveau quand même, de français. Pour venir faire des études en France, ils ont quand même malgré tout un bagage.
Je ne suis pas certain qu'ils soient parmi les plus gros clients, on pourrait dire, du dispositif. Je pense qu'à mon avis, ça doit se jouer autrement pour eux. Mais je ne sais pas comment c'est dans votre cas. Voilà. À Poitiers, je n'ai pas senti qu'il y avait un appel du pied de ce côté-là. Peut-être que ça peut venir, mais je ne l'ai pas encore senti pour l'instant. Maintenant, nous sommes depuis peu de temps encore dans le projet. Je vais reprendre le micro très rapidement parce qu'on est vraiment très très en retard. Alors je sais que c'est en grande partie depuis l'ouverture de cette journée. Donc je vous propose de faire sauter la petite pause qui était prévue. Peut-être il y avait une dernière question pour Monsieur Glénisson avec une réponse rapide et puis après on passera à la dernière intervention de la matinée pour essayer d'arriver vers midi et quart, midi 20 dans le hall pour le déjeuner. Sinon après on va prendre un retard fou sur toute la journée. Oui, bonjour, Pierre-Yves Vicence, retraité. Ma question concerne la coordination par Bibliothèques sans frontières. Pour les avoir rencontrés et travaillé avec eux au Burundi, je voulais savoir si les modalités de travail qu'ils ont à l'étranger ont déjà été expérimentées ici, enfin en France, et en particulier sur le travail avec les enfants des rues, du moins ce que vous aviez dit, des enfants non accompagnés, et sur le volet numérique qu'ils mettent en œuvre avec des outils très spécifiques. Alors, oui, je sais que, nous, ça ne nous concerne pas spécialement, mais Bibliothèques sans frontières, oui, est intervenue plusieurs fois en France métropolitaine, hein, mais dans des quartiers difficiles, hein, souvent dans des banlieues compliquées, où justement il y a un taux d'immigration très fort, un problème effectivement de politique de la ville, en fait, hein, à développer. Donc, ils ont fait effectivement des offres de services et sont intervenus en plusieurs endroits en France et ont développé, oui, des méthodes, je pense, assez similaires à celles qu'ils ont développées ailleurs, notamment avec leur système d'IDEA Box. Donc, c'est une espèce de petite bibliothèque en kit, quoi, qui s'installe n'importe où et qui peut être le noyau du développement d'une première bibliothèque municipale là où il n'y en avait pas, par exemple, effectivement, une bibliothèque de quartier. Ça, ils le font, effectivement. En l'occurrence, ça n'est pas sur ce terrain-là que nous travaillerons avec eux. On sera vraiment sur l'encadrement de ce projet, alors qui s'adresse donc aux populations migrantes. Alors, c'est les adultes, beaucoup. C'est moins les enfants. Parce que les enfants, en fait, généralement, quand les adultes s'installent, ils vont à l'école, globalement. Donc, ils sont moins visés par le projet, pour l'instant, du moins. Hein, à moins qu'on voit en cours de route, s'il y a besoin, de les prendre plus en compte. Mais pour l'instant, le projet s'adresse en fait plus aux adultes, qui rament plus, en fait, bien souvent pour apprendre la langue. Les enfants, vous les mettez à l'école et ils apprennent à toute vitesse. En un an, ils ont acquis un bagage énorme, alors que les parents continuent de traîner derrière et d'avancer plus lentement. Alors voilà, pour l'instant, c'est ça. Maintenant, on verra bien. Mais en tout cas, je sais que oui, Bibliothèques sans frontières a développé une méthode et qu'il expérimente un peu en tout terrain, en quelque sorte.